Alors aujourd'hui, on va parler de dialogue et pas n'importe lesquels. On va parler de ces dialogues entre le monde du design et le monde de l'artisanat d'art. Et à ce sujet, je me faisais cette réflexion en fait l'autre jour en me disant que les mentalités évoluent en fait sacrément vite. Il y a encore pas si longtemps, les métiers de la main étaient perçus quand même comme des métiers peu valorisés, presque des voies de garage. Enfin moi je me rappelle vraiment à mon époque à l'école. Aujourd'hui, nombreux sont celles et ceux qui quittent tout pour justement réaliser la rêve d'enfant et devenir ébéniste, tapissier, laqueur, charpentier. Et je vois vraiment autour de moi cet engouement pour le faire. C'est un changement un peu total de regard qui a été fait. Et moi, je trouve qu'on peut vraiment s'en réjouir. Je trouve ça d'autant plus fascinant que pour en avoir fait l'expérience, moi à titre perso, les études non manuelles, donc très conceptuelles, sont souvent remplies de plein de projections. Et en fait, une fois qu'on vit la réalité d'un métier comme ça, eh bien, on a un peu un espèce de ressenti d'une excessive déception. On se dit un peu tout ça pour ça. Et donc, voilà, et je vois aujourd'hui autour de moi beaucoup de gens qui sont en perte de sens. Je pense que c'est pas du tout ce qu'on peut avoir avec des métiers dans lesquels, en fait, tout notre corps est appelé à travailler en symbiose avec une matière, en fait. Et ça, c'est vraiment, c'est génial, en fait. Je trouve que ce retournement, il fait chaud au cœur, c'est un nouvel élan. Alors vous allez me dire, il y a encore du chemin, et évidemment, parce que c'est un peu comme pour tous ces sujets culturels, mais je trouve que les signaux sont positifs, et ça, on peut pas nous l'enlever. Et puis, tout ça, c'est aussi aller de pair avec le fait qu'on cesse aussi de plus en plus d'opposer ceux qui conçoivent avec ceux qui fabriquent. Vous aurez peut-être en tête encore des exemples de personnes, des designers, des architectes d'intérieur, etc., qui ne vont pas vraiment citer les artisans avec lesquels ils travaillent. Souvent parce qu'ils ont peur que l'artisan soit ensuite assailli de demandes et qu'ils aient plus le temps, ou en tout cas moins de temps pour travailler sur leur projet commun, là, justement. Je crois pas que ce soit la bonne manière de voir les choses. Moi, je suis pas certaine qu'il existe une bonne raison, au fait, de ne pas valoriser le savoir-faire de quelqu'un qui, de toute manière, en fait, est libre et sera libre demain de choisir ses clients, quoi qu'il se passe. Pour moi, et ça fait un peu partie, je crois, de ces liens qui libèrent. Je vous en parlais la dernière fois sur Instagram, mais en général, les relations dans lesquelles il n'y a pas de confiance, et ça, je crois que c'est une règle assez universellement éprouvée, eh bien, ça part mal. Et c'est évidemment une toute autre histoire, en fait, qui s'écrit quand on cesse d'être dans un schéma de donneur d'ordre, hiérarchie ou de pouvoir, même si c'est en fait un peu inconscient, mais quand on est vraiment dans un rapport beaucoup plus horizontal, dans une relation qui expand, en fait, qui augmente chacune des parties prenantes à cette relation-là, eh bien, c'est le creuset parfait pour que puisse naître un dialogue et pas celui de façade, en fait. Non, non, c'est un dialogue beaucoup plus profond, entre égaux presque. Alors pas égaux EGO, vous voyez, mais égaux EGAUX, vous l'aurez compris. Un dialogue qui va vraiment pas se limiter ni à la double signature à la fin d'un projet, ni à juste une petite citation à la fin d'une page ou dans un article. Non, c'est vraiment un enchevêtrement, en fait, de pensées, d'idées, de liens qui vont naître et s'accumuler jusqu'à la fin du processus créatif et aussi pendant le processus de fabrication, mais ensuite bien après, quand l'objet ou en tout cas la création qui en est issue rencontre le public avec voilà, un positionnement qui est tout autre. Et on le voit, vraiment, c'est ce véritable dialogue entre un designer et un artisan d'art souvent donne naissance à de formidables projets. Vraiment, quand l'alchimie est là, c'est un projet qui porte en son sein un vrai message, en fait, une vision qui n'est pas là juste pour être une prouesse technique, mais qui incarne quelque chose qui va dépasser l'objet même, en fait, et qui va nous relier finalement. En tout cas, moi, c'est un peu la sensation que j'ai quand il se passe ce vrai dialogue. C'est que c'est des objets qui sont attirants, qui sont aimants. Et c'est justement ce que récompense le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. Ce prix comprend 3 récompenses. Nous en avions d'ailleurs déjà parlé dans l'épisode 146 du podcast. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on était parti à la rencontre de lauréats justement de chacune de ces 3 récompenses. Donc il y avait talent d'exception, parcours et dialogue. Aujourd'hui, c'est bien exclusivement de cette dernière récompense dialogue dont nous allons parler et qui est dédiée au duo artisan d'art designer.
L'appel à candidature est ouvert en ce moment même et vous avez jusqu'au 20 mars pour envoyer un dossier. Alors, plusieurs petites choses ici. Si vous êtes designer et que vous avez vécu une expérience de vie transformatrice avec un artisan ou l'inverse, que vous êtes artisan et que vous avez vécu cette expérience avec un designer, que ce dialogue a finalement été un peu comme un outil de maïeutique qui a permis de vous faire accoucher d'un projet qui s'est incarné dans une pièce ou dans un prototype d'ailleurs, mais une pièce vraiment qui apporte au monde une vraie valeur, une pièce qui a nécessité de la recherche, voire même des collaborations avec parfois des centres spécialisés, des chercheurs, etc. Eh bien, ce prix Dialogue de la Fondation Bettencourt-Schuller peut vous intéresser. Je vous mets les liens dans les notes de cet épisode. Vous y trouverez tous les détails et les étapes pour candidater. Et pareil, si vous êtes designer ou artisan et que vous avez envie de vivre cette expérience de vie transformatrice avec soit un artisan, soit un designer, eh bien sachez que voilà, une fois que vous aurez abouti dans 1 an, 2 ans, un peu plus peut-être, il vous sera possible de pouvoir candidater, en tout cas de pouvoir aussi montrer quelque part au monde en fait ce projet dans le cadre d'un endroit qui va tout à fait comprendre en fait ce que vous venez de vivre pendant ces années de recherche. Et alors vous allez voir que pour bien comprendre ce prix Dialogue, en fait, tout le monde, que vous soyez designer, artisan, mais aussi comme moi passionné en fait de tous ces métiers, je vous emmène dans cet épisode à la rencontre de 3 duos de lauréats du prix pour découvrir avec eux en fait les coulisses d'une telle candidature. Parce que vous vous en apercevez, de la même manière que notre monde change et qu'il change vite, ce prix, vous allez voir, et ses conditions ont eux aussi changé au cours des dernières années. Donc on va faire ces rencontres en fait dans un ordre chronologique. Felipe et Nicolas ont été lauréats eux en 2015 avec un objet mais complètement envoûtant qui convoque plusieurs sens en fait avec une poésie absolument infinie. Nicolas est orfèvre, Felipe est designer et on a enregistré leur témoignage dans l'atelier d'orfèvrerie de Nicolas dans le 11e arrondissement de Paris. Ensuite on ira voir Dimitri et Nicolas qui eux ont été lauréats en 2020 avec une grande recherche qui a abouti à l'innovation d'une laque qui change de couleur au contact de la chaleur. Et cette innovation, il nous la montre à voir à travers un radiateur sculptural absolument formidable. Et Samuel et Anaïs, qui sont les lauréats 2022, qui eux ont fait une proposition vraiment pour le bien commun, qui est la naissance d'applications en artisanat d'art d'une innovation unique portant sur un biomatériau 100% en algues, donc vraiment résilient et biodégradable, qui a été le fruit d'un travail de recherche, mais vraiment quelque part d'intérêt général et d'utilité publique. D'ailleurs, j'avais reçu Samuel Tomatis dans l'épisode 119 du podcast, justement pour parler de tous ces matériaux qu'il a inventés. Et vraiment embrasser les challenges environnementaux afin de proposer des pièces qui soient vraiment le plus en lien possible avec le rythme de la planète et également être le moins abstrait, en fait, le moins hors sol possible. C'est l'orientation que souhaite prendre vraiment le prix Dialogue de la Fondation Bettencourt-Schuller. Alors vous allez voir, on passe à peu près 10 minutes avec chacun d'entre eux. Donc comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte vraiment de comment ça s'est passé pour eux. Surtout aussi quel a été le déclic qu'ils ont eu pour candidater à ce prix qui est quand même assez impressionnant. Et c'est très touchant, vous allez voir, parce que ces témoignages, vous le verrez, laissent vraiment transpercer les relations humaines en fait d'une grande intensité qui se cache derrière ces prix. Et c'est vraiment remettre aussi toutes ces lettres de noblesse à ce mot dialogue. Alors avant qu'on aille rencontrer les invités, là je partage quand même avec vous quelques petits détails supplémentaires sur ce prix qui est vraiment un prix extraordinaire dans le sens où il n'a pas l'équivalent. Vraiment, il est sans précédent. C'est le seul prix en France à vraiment soutenir et accompagner avec beaucoup de force et de poids les lauréats. Vous l'aurez compris, les prérequis, c'est d'être un duo, artisan, designer. Il n'y a aucune obligation d'être artisan d'art vraiment stricto sensu. En revanche, il faut avoir une pièce terminée à présenter. Alors ça peut être un prototype, mais il faut qu'il soit abouti, ou alors la pièce finalisée. Les deux sont possibles. Le duo de lauréats reçoit une dotation de 50 000 € qui récompense la réalisation de la pièce. Et surtout, ce qui est le plus intéressant dans ce prix, c'est qu'à cette dotation s'ajoute un accompagnement qui peut aller jusqu'à 150 000 €
sur 3 ans. Donc vraiment, dans le dossier de candidature, il faut en fait expliquer ça, expliquer cet accompagnement, quelle est la vision, où est-ce que vous avez envie d'emmener ce projet en duo. Et c'est bien la particularité en fait de ce prix, hein. Être lauréat, c'est que le début de votre histoire, avec cette récompense dialogue en fait. Ensuite, l'accompagnement est là pour que tout commence, pour que vous ayez les moyens de déployer à grande échelle ce projet en poursuivant les recherches, en poussant les savoir-faire, les matériaux. À chaque fois, ça dépendra évidemment du projet et les personnes qui candidatent sont amenées à détailler tout ça dans le dossier de candidature. Voilà donc un prix qui encourage d'une manière très significative des profils créatifs, audacieux et passionnés, et ça c'est plutôt une merveilleuse nouvelle. Cette année, le jury est un nouveau jury qui sera réuni pour récompenser le duo Dialogue 2023. Tout de suite, nous partons voir nos invités. Bonjour Felipe, bonjour Nicolas. Je suis hyper contente de pouvoir commencer cet épisode avec vous. Merci Nicolas de nous accueillir dans votre atelier. Comment est-ce que ça commence pour vous, cette aventure du prix Dialogue ? En fait, c'était une exposition qui était au Musée des Arts Décoratifs pendant les Journées européennes des métiers d'art 2015. Et le commissaire de l'exposition nous a réunis, parce qu'il nous connaissait, mais on se connaissait pas. Individuellement, voilà. Donc on s'est retrouvés dans ce projet. L'exposition, c'était Mutation. Et en fait, le commissaire avait eu l'idée de sortir dans chaque métier, le verre, le bois, l'argent, etc., un objet emblématique de chaque matière et de réunir un designer et un artisan des métiers d'art pour faire le pendant contemporain de l'objet. Nous, il nous avait sorti un brûle-parfum 18e et donc on devait faire le pendant contemporain de ce brûle-parfum. Et ce qui était génial, c'est que pour ma part, moi, j'ai découvert, en fait, on s'est rencontrés, j'ai découvert une façon de travailler complètement différente. Et en fait, peut-être le déclic, c'est là, c'est mon objectif, moi, dans ma création, c'était de changer l'image de l'orfèvrerie, un peu vieillotte, vous voyez, un peu, on parle toujours de l'orfèvrerie de la grand-mère, et c'était pas très moderne. Moi, je voulais donner une image très moderne de l'orfèvrerie à travers des objets et intégrer de la technologie. Et donc, quand j'ai rencontré Felipe, ses méthodes de travail étaient différentes des miennes et une façon de raisonner aussi différente. Voilà. Et ce qui était important aussi pour la genèse de ce projet, c'est qu'il fallait intégrer une technologie contemporaine. Et on devait en fait aller voir qu'est-ce qui se faisait aujourd'hui en matière de diffusion de parfums, diffusion d'odeurs pour la maison et trouver en fait la technique qui à la fois allait pouvoir s'utiliser dans l'orfèvrerie avec les contraintes d'aujourd'hui en termes de diffusion et de nouvelles productions. Donc ça a été un projet à la fois innovant parce qu'il a fallu du coup qu'on aille à l'Osmothèque de Paris, qu'on discute pas mal avec tous les parfumeurs, comment les parfums sont faits aujourd'hui, comment ils sont diffusés, quelles sont les meilleures façons de le faire. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus allumer comme ça, hein, comme on pouvait faire dans le XVIIIe siècle. Bref. Et quand cet objet il a du coup été exposé, jusqu'à présent, on n'avait jamais vraiment montré cet objet à personne. On était vraiment, nous, convaincus du projet, convaincus de nos recherches. Le commissaire Éric Sébastien était aussi très content du résultat. Mais c'est vraiment au moment où on l'a montré qu'on a vu en fait l'impact qu'il avait. Il nous a largement surpris parce qu'on n'avait pas anticipé qu'il allait être à la fois visuel, puisque l'objet tourne, donc il est suspendu. C'est un objet en fait en argent massif, monté à la main. C'est comme une forme de cloche, un petit peu allongée. La forme s'appelle holoïde et il est creux à l'intérieur. Et lorsqu'il se met à tourner, l'air commence à circuler à l'intérieur de l'objet et le parfum qui est intégré à l'intérieur au cœur dans une cartouche, petit à petit commence en fait à sortir de l'objet et à parfumer, on va dire, l'atmosphère en général, un peu comme les parfums d'une fleur. C'est très subtil. Et donc nous, on a utilisé la technique de billes olfactives, mais on peut aussi utiliser la céramique poreuse. Et on a pensé toute la cartouche pour pouvoir accueillir ces deux technologies. Et du coup, toi, Felipe, en tant que designer aussi, à ce moment-là, quand vous vous êtes réunis, comment est-ce que ce dialogue aussi, parce que j'imagine que c'est pas tous les matins qu'on demande à un designer, tu vois, c'est hyper rare, parce que déjà, ce métier d'orfèvre, c'est un métier qui est aujourd'hui assez rare. Enfin, en tout cas, c'est pas tout le monde qui, tous les matins, se dit « je vais être orfèvre ». Il n'y a plus de formation, il y a pas mal de handicaps pour faire ce métier. Il faut avoir tout un outillage que vous avez pu découvrir. Oui, que j'ai découvert absolument fabuleux.
Nous, dès le départ, c'était important qu'on soit dans une vraie collaboration, on va dire, où c'est pas le designer qui va dessiner et dans ce cas-là, l'orfèvre qui va fabriquer. Bien sûr que c'est ça qui se passe à la fin, mais pour nous, ça a été important d'effacer un peu ces frontières et à la fois, pour moi, d'essayer de comprendre au maximum le métier de Nicolas, sa façon de faire, parce que c'est unique, son savoir-faire lui appartient et c'est parce qu'il l'a façonné depuis tellement d'années qu'il sait faire ce qu'il sait faire. Et donc pour moi, c'était très important d'être réceptif, ouvert, d'abord à ce que Nicolas aimait faire et savait faire. J'ai passé beaucoup de temps ici dans l'atelier de Nicolas, au sous-sol, juste à l'observer, à comprendre. C'est vrai, c'est marrant, mais c'est bizarre, mais en silence, à l'écouter, à lui poser plein de questions, parce que, comme tu disais, en fait, l'orfèvrerie, c'est quand même très rare. C'est précieux, c'est prestigieux. On n'a pas tous les jours l'habitude et la possibilité de faire des objets en argent massif. Et donc, c'était vraiment une chance incroyable. Donc bien sûr, je connaissais les techniques de métal en général, mais plutôt industrielles, mais vraiment venir ici et découvrir et d'apprendre juste en observant et en posant des questions. Nicolas a été très généreux parce qu'il nous a vraiment ouvert les portes, il m'a vraiment expliqué toutes ces techniques, les étapes importantes pour faire un projet. Et c'est parce qu'on a vraiment discuté, je pense, parce on a pris le temps, en fait, avant de se lancer dans un projet, de se connaître l'un comme l'autre, que je pense, en fait, ça a été très facile dès le départ d'arriver jusqu'au bout, parce que c'est à la fin à Paris, et à la fin, quand même, toute une prouesse. On n'était pas sûr, en fait, dès le départ, de trouver, en fait, la bonne réponse. Oui, ce qui m'a plu, c'est, en fait, Felipe est rentré dans mon univers. On avait ce projet, il m'a proposé plusieurs dessins, plusieurs maquettes. Voilà. Et bon, en fait, il m'a laissé choisir un peu. Hein, c'était un peu comme ça. Il m'a laissé. J'ai eu un flash sur cet objet en disant voilà. Et je sais comment tout de suite. En fait, c'est pour ça qu'on a des raisonnements un peu différents, dans le sens où le designer il dessine, mais il a peut-être pas enregistré la façon. Comment ça va se faire. Voilà. Le process de fabrication. Moi, c'est différent. Tout de suite, quand je crée quelque chose, je connais tout de suite le mode de fabrication, tout le process. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, le fait de travailler avec Felipe, j'ai un peu changé ce mode de process pour la fabrication. Et même, c'est pour ça que petit à petit, en travaillant ensemble, on a développé l'objet, on l'a amélioré, on a installé un aimant. Il faut savoir que c'est un objet d'orfèvrerie qui est quand même télécommandé par un moteur. Donc il y a une télécommande, un moteur qui est encastré dans un petit boîtier en bois précieux, comme vous voyez là-haut. Et c'est ça qui est impressionnant, quoi. Et cette amélioration, en fait, je pense que le fait de travailler avec Felipe, j'ai amélioré mes compétences dans la création. Juste à rajouter, en fait, parce que au moment où nous avons exposé pour la première fois cette pièce, elle était très différente de celle qui, en fait, à la fin, en ressort. Et c'est ça qui nous a vraiment, en tout cas personnellement, mais je pense tous les deux, motivés à présenter ce concours, c'est qu'on a vu la possibilité de le faire évoluer. C'est-à-dire qu'on voyait le potentiel, on l'avait vérifié lors de cette exposition, on a vu que les gens étaient réceptifs à cet objet, à cette technologie, à cette façon à la fois visuelle et olfactive de faire en fait quelque chose de subtil et sensible. Mais on voyait qu'il y avait plein encore de choses qu'on pouvait améliorer, à la fois pour qu'il soit plus efficace, à la fois pour qu'il soit peut-être fabriqué en série. En fait, on voyait un potentiel. Et c'est grâce à ce prix, et c'est pas ce qu'on a décidé en fait, c'est qu'on a vu qu'à la fois c'était suffisamment concret pour convaincre, mais suffisamment ouvert pour le faire évoluer et arriver à quelque chose aujourd'hui de tout à fait concret, en série, tous les points sont résolus, et il n'est plus du tout comme celui qui a donné naissance. Mais l'avantage de ce prix, c'est très honorifique, et puis c'est très important pour l'artisan et même pour le designer, parce que on a quand même une audience médiatique qui est différente. Ça permet de nous faire évoluer, mais en plus, j'ai changé complètement mon mode de fonctionnement un peu. Vous savez, les artisans, ils sont un petit peu rustres, un petit peu individualistes, où ils regardent que avec des œillères. Et là, non. Là, c'est différent. Moi, j'ai appris à collaborer. Alors, le collectif, pour moi, je connais, mais là, là, ça nous donne le temps, les moyens, et aboutir à un objectif
Voilà, donc c'est vraiment... Donc finalement, c'est à la fois l'accueil du public et aussi le fait que ce premier objet, ça pouvait pas s'arrêter là. C'était pour vous le début de quelque chose et qu'il vous fallait les moyens de concrétiser ce désir, de vraiment aller au bout de cette histoire, de ce dialogue et aussi du coup de cet objet. Parce que tout à l'heure vous me dites oui mais on n'a pas vraiment eu de déclic. Comment est-ce qu'à ce moment-là vous dites c'est le prix de la Fondation Bettencourt qui va nous permettre, est-ce que vous connaissiez avant, parce que je crois que vous Nicolas vous aviez déjà l'année précédente, donc là on est en 2015, présenté avec du coup un autre designer le prix justement dialogue. Donc comme quoi aussi et puis on peut passer le message, il faut passer, repasser, retenter, enfin en tout cas c'est un message fort parce que je crois qu'aussi il y a beaucoup d'autres lauréats qui ont passé mais peut-être même 5, 6, 7 fois donc ça veut rien dire en fait, il faut tenter. Comment est-ce que vous avez vécu ça et comment vous dites à Felipe qui peut-être avait pas ça en tête, ah mais en fait qu'est-ce que t'en penses, c'est vous qui avez été un peu à l'initiative de ça? Alors, c'est arrivé en fait principalement lorsque vous avez un objet digne de ce prix. Et donc, j'avais présenté l'année d'avant, en 2014, avec c'est le studio de design Noir Vif. On a perdu en finale parce que vous savez, vous passez devant un jury, c'est très intimidant, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, vous devez montrer toute votre histoire. Et en fait, c'est ça, en fait, ça vous apprend. Un échec, c'est jamais un échec, ça vous permet de vous améliorer. Alors, c'est sûr que l'année d'avant, je ne savais pas si j'allais pouvoir présenter un autre objet digne de ce nom. Il se trouve que oui, on a fait cet objet et on a eu un succès fou à l'exposition. On a dit, bon, bah voilà, on va le présenter pour voir ce que ça donne. Mais oui, moi, il y a beaucoup de gens qui persévèrent et qui font que il faut persévérer. Il faut jamais s'avouer vaincu en fait. Et peut-être parce que certains peuvent être un peu frileux par le dossier qui est demandé justement. En tout cas, l'envie était tellement là que en fait, c'est... Alors nous, on s'est partagé les tâches. C'est-à-dire que l'avantage du dialogue, c'est qu'on a éliminé nos faiblesses et on a allié nos forces. Donc, mais moi, je vais juste t'interrompre pour dire que bien sûr que l'envie, c'est vraiment la force et le feu qui pousse. Mais en fait, on avait aussi une vision des choses assez claire. On savait où on voulait l'amener, n'est-ce pas? Et ça nous a vraiment aidé à construire le dossier parce que quelque part, on avait en tête, on connaissait déjà les échecs, on savait où étaient les difficultés parce qu'en plus, on maîtrisait absolument tout. Nicolas maîtrisait déjà toute la chaîne. On savait où pouvait y avoir des problèmes. Bien sûr, il y a eu des surprises qu'on n'a pas pu anticiper. Mais on va dire que la grande partie du projet, on savait où on voulait aller et on savait qu'on voulait aller tous les deux jusqu'au bout. Parce que sans Nicolas, le projet ne peut pas exister. Un autre orfèvre incroyable avec ses techniques ne peut pas faire ce que Nicolas sait faire et vice-versa. Donc, on était dès le départ convaincus qu'à la fois on était hyper motivés et on était en fait assez contents du retour du public, mais on était hyper clair qu'ensemble et qu'ensemble on arriverait à le faire aboutir. Et c'est grâce à ce projet et bien sûr à l'accompagnement qu'on l'a fait. Oui. Sinon on ne l'aurait pas fait. Et si jamais c'est un nom provisoire. Ça peut toujours être, comme disait Nicolas une prochaine fois, c'est pas que c'est non et c'est non à jamais, il ne faut pas le jeter. Par contre, c'est sûr qu'on peut donner d'autres façons de faire naître les projets ou de les faire aussi évoluer. Mais cette occasion avec la Fondation, par le support humain et aussi par l'accompagnement, fait en sorte que les projets sont vraiment d'exception. C'est vraiment unique. Ouais, c'est aussi comme ça que, c'est toute la force du dialogue en fait, parce que souvent le designer est seul et pareil pour le maître d'art en fait. Donc voilà une occasion quand même sensationnelle de pouvoir se réunir. Et c'est pas 1 + 1, c'est que ça, en fait ça fait 3 à 4. Voilà. En fait, il faut alimenter, c'est comme dans un couple, il faut alimenter pour que les choses pour que ça marche. C'est pas évident, mais c'est justement la magie de ce prix. Ouais, donc c'est aussi et surtout une question de personne en fait, d'humain. Alors ça, c'est essentiel. Donc peut-être le conseil ultime pour les candidats, c'est assurez-vous que la personne avec laquelle vous candidatez, c'est vraiment quelqu'un avec laquelle vous avez envie. Moi, je dirais pas tout à fait ça. Moi, je dirais
parce qu'on n'est jamais sûr de ça. Mais partager, faire confiance et construire ensemble. Ça, c'est essentiel. Bon, merci beaucoup, Philippe et Nicolas. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour Nicolas, bonjour Dimitri. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est dans ton atelier, toi, Nicolas. Est-ce que, donc vous, c'est en quelle année que vous gagnez le prix Dialogue de la Fondation ? On a eu le prix Dialogue en 2020. En 2020, donc il y a pas si longtemps. Ce qu'on a envie d'essayer de comprendre là, votre contact, c'est un peu les coulisses qu'il y a eu quand vous vous êtes dit, en fait, on va candidater à ce prix. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Le début de cette histoire, qui a eu l'envie, qui allait l'un vers l'autre, qui a commencé à initier ce dialogue. Je vais peut-être commencer. En fait, avec Dimitri, on se connaît quand même depuis quelques années. Je l'ai connu, j'enseignais à Boulle, il était encore étudiant. Donc voilà, ça fait pas mal de temps qu'on se connaît. Et quand je me suis installé dans le Faubourg, il finissait les ateliers de Paris. Et voilà, on était souvent en lien. Puis moi, je lançais l'activité. Je savais que pour mettre en avant un peu mon savoir-faire, je devais... Donc là, c'est surtout tout ce qui est autour de la LAC. Exactement. En fait. Ouais. Donc je crée un projet pour promouvoir mon savoir-faire de lac végétal. Ouais. Et dans ce projet, je savais qu'il y avait forcément des concours. Surtout quand on est comme ça, parce que la LAC, dans une niche, ouais, c'est ça, c'est donc que on est très peu à avoir ce savoir-faire. Donc toi, tu t'es dit, pour être visible, en fait, et aussi peut-être montrer à tout un tas de personnes qui aujourd'hui s'intéressent, qui sont esthètes ou autres, mais en tout cas parce que la spécificité de la lac végétale, c'est peut-être autre chose que d'autres savoir-faire juste de lac qui sont un peu... Oui, alors déjà, le milieu de la lac n'est pas très grand. Voilà, et on n'est que quelques-uns en France à faire de la lac végétale. Donc voilà, c'est la sève d'un arbre qu'on vient récupérer. C'est cette matière qui donne la lac. Donc, et puis, il y avait aussi une chose où j'aimais les collaborations. Et donc, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme concours qui permet de montrer qu'il y a une aura assez grande pour le faire? C'était le prix Bettencourt. C'est un peu les Oscars des métiers d'art. Donc, on en rêve tous quand on est étudiant, on voit les gens qui ont ce prix, on se dit un jour, c'est mon rêve, j'ai envie d'avoir ce prix. Donc, c'est comment le préparer, en se disant, bon, il faut que je sois prêt aussi, mais voilà, il y a une envie, je pense, chez beaucoup d'artisans de le présenter. Et comme on se connaissait depuis quelques temps, ça arrivait par le concours d'une personne, qui est Nicolas Rizzo. Et j'avais fait une conférence sur la LAC, il m'a dit, mais ton savoir-faire est génial, faut que tu présentes le prix Bettencourt. Et je lui ai dit, oui, mais tout seul, je sais pas, je me sens peut-être pas prêt. Et il me dit, je crois que j'ai quelqu'un en tête et je crois que tu le connais, c'est Dimitri. Et voilà. Donc là. Et donc c'est drôle parce que là, c'est toi, l'artisan d'art, qui va voir Dimitri, alors toi, t'es ébéniste en fait, toi aussi de formation, et puis designer. C'est ça. Et donc c'est marrant parce que dans d'autres témoignages là que vous allez entendre là, avant-après, c'est pas tout à fait le même schéma. Donc c'est. Oui, c'est ça, effectivement. En 2015, du coup, je sortais de l'école, donc j'ai été pris aux ateliers de Paris. Et c'est à partir de là où on s'est un peu rapproché avec Nicolas. Et effectivement, c'est un peu grâce aussi à Nicolas Rizzo qui travaillait à l'INMA. Et quand Nicolas m'a proposé de candidater au prix, moi j'étais à Taïwan. J'ai dit, écoute, t'es mignon, mais on en rediscute quand je rentre. Et voilà, en fait, ça a commencé comme ça. Et le truc intéressant, c'est que Nicolas, il avait vraiment aussi cette envie. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré de Taïwan, je suis venu le voir à son atelier. Et en fait, ça a été hyper intéressant parce qu'il m'a vraiment montré tout ce qu'il faisait. Donc voilà, tous ces échantillons. Voilà, moi j'ai observé. Et en fait, quand Nicolas il m'a montré tout ça, je me suis dit, wow, le potentiel, parce que sa matière est tellement exceptionnelle. C'est une matière naturelle qui polymérise à l'air ambiante avec un peu d'humidité et de chaleur. Ça résiste à des températures assez importantes. Et en fait, je me suis tout de suite, voilà, j'étais avec Nicolas, je lui disais, mais c'est super, il faut qu'on fasse un objet qui soit en lien avec la chaleur. Ça, pour moi, c'était obligé. Et rien que pour le challenge, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien me lancer des défis. Je me disais, un jour, il faudra qu'on le tente et qu'on arrive à faire une pièce dont on soit content et qu'on puisse remporter éventuellement ce concours. Et du coup, avec Nicolas, j'ai trouvé la bonne personne parce qu'il était assez fou pour
des fois m'écouter, était aussi assez juste des fois pour me dire calme-toi, là tu vas un peu trop loin, il faut. Enfin, il y avait un bon équilibre en fait entre nous deux et assez rapidement j'ai eu l'intuition que ensemble, quand bien même on remporterait pas ce prix, on pourrait faire quelque chose d'intéressant et qu'on pourrait pousser parce qu'il y avait cette écoute mutuelle et qu'on avait un bon feeling tous les deux tout simplement. Et alors, comment est-ce que cette idée de radiateur, finalement, parce que c'est un peu inédit dans le sens où, quand même, comment toi aussi, Nicolas, c'est peut-être toi, Dimitri, qui souffle cette idée, non ? Comment ça s'est passé ? Tout est parti de lui. Non, c'est assez fou parce que en fait le projet il est né on va dire on rebondit l'un sur l'autre, on discute, on échange et je lui dis la laque ça résiste à la chaleur, c'est une matière vraiment résistante et il me sort et pourquoi on ferait pas un radiateur ? Et là je le regarde avec des grands yeux. Bon t'es gentil mon coco là mais on va peut-être rester sur quelque chose de plus raisonnable. J'ai envie de faire des choses, mais là, tu y allais peut-être un peu fort. Alors, j'avoue, peut-être à ce moment-là, j'étais un peu trop sur la réserve. J'avais envie, mais souvent, j'ai envie de faire des projets, mais je connais ma matière et je me dis, non, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et c'est là aussi tu t'étais dit, oulala, il y a beaucoup de... Il y a trop de choses. Ouais. Il y a trop de choses. La chaleur, alors peut-être la flamme, peut-être l'eau. Voilà, il y a quelque chose qui m'effrayait un petit peu. Je dis, non, on va partir peut-être sur un projet plus raisonnable et en fait il en démordait pas et il me dit est-ce qu'on pourrait montrer que l'objet aussi est en chauffe ? Je dis oui parce que il fallait qu'il soit fonctionnel en fait. Voilà. Et il me dit est-ce que ça peut par exemple changer de couleur ? Je dis d'une première réponse non, mais attends je vais y réfléchir, on va regarder et c'est là qu'est partie la recherche en disant bon on va aussi créer un objet et on est parti nous sur ce qu'on va appeler la thermochromie qui est le changement de couleur. Donc là en fait on avait ce point de recherche qui n'était pas forcément le radiateur parce que c'était la première idée mais c'était de se dire on va même peut-être partir de la matière elle-même donc on va créer cette laque qui va changer de couleur pour développer des projets. Et du coup, voilà, comme ça, on a démarré, on a fait nos petits essais, on a sourcé les matériaux. Au Japon, j'ai cherché des lacs aussi qui pouvaient s'adapter à cette technique. Donc voilà, on a eu cette étape. Et en fait, lui, il en démordait toujours pas de son radiateur. Donc, tu peux le décrire rapidement, peut-être Ouais, en fait, l'idée de la forme, elle est venue plus tard, en fait. Il m'a dit un jour, Nico, faut que je te parle. J'ai une idée. Tu vas me dire OK pour le projet, j'en suis sûr. Et donc là, je débarque à l'atelier et voilà, peut-être que je vais laisser Dimitri en parler de l'idée de départ. Oui, alors effectivement, sur juste pour rebondir aussi sur cette idée du radiateur, j'avais cette intuition qu'il fallait absolument faire un projet qui sorte un peu forcément des codes parce que c'est aussi ce que ce concours valorise, c'est-à-dire l'innovation, mais aussi faire un pas de côté entre guillemets par rapport à sa propre pratique et d'arriver à proposer quelque chose de nouveau. Et pour le radiateur, pour revenir un petit peu du coup maintenant à la forme, c'est marrant, mais il y avait c'est vraiment cette idée de vouloir travailler sur une sorte de sculpture, c'est-à-dire le radiateur en tant que tel, c'est pas, surtout le radiateur mobile, c'est pas un objet qui est très sexy, faut dire ce qui est. Là, l'idée c'était vraiment de travailler sur la forme pour que on ait presque une dimension un peu sculpturale au niveau de la pièce. Et en fait, c'était de brouiller un petit peu les codes, c'est-à-dire que c'est un objet, quand on ne l'utilise pas, on peut le laisser à proximité. C'est une pièce qui fonctionne très bien en tant que telle et à la limite, c'est presque une sculpture. Exactement. Donc, elle a été pensée comme ça. Et la chose intéressante, c'est qu'on est parti finalement du concept de la résistance, où c'est finalement un fil qui chauffe. Et ce radiateur, en fait, il aurait pu être dessiné d'un seul trait. C'est-à-dire qu'on peut faire une ligne, tac, on fait comme une sorte de boucle et on revient à l'origine. Et voilà, il y avait cette notion vraiment de simplicité, de sobriété et de vraiment axer sur la finition et la qualité de la finition parce que c'est vraiment ça le savoir-faire aussi Nicolas. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est pas un point, mais c'est plusieurs paramètres qui font que cet objet devient cohérent par rapport à sa pratique et par rapport à ce qu'on avait envie d'exprimer, quoi. Et est-ce que aussi quand vous préparez du coup ce concours, vous avez en tête où est-ce que ça va aller ? Enfin, c'était pas faire une pièce pour une pièce en fait. C'était pour vous
est-ce que les découvertes que vous faisiez au fur et à mesure de cette recherche vous laissez entrevoir le potentiel de dingue de ce qui allait pouvoir advenir bien après cette première pièce? Au fur et à mesure de l'avancement du projet, moi, ce qui m'a beaucoup plu en fait dans l'échange avec Dimitri, plus on avançait, plus on était au taquet sur le projet en fait. Plus au final, on s'est dit mais c'est génial, et plus on découvrait des choses, plus on se disait mais la pièce va être folle. Et ce qui a été très bien aussi, c'est que rien ne se faisait l'un sans l'autre. Toute décision était validée à deux, même dans certains avis design. En fait, il me dit qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que je devrais plutôt faire ça ou plutôt ça? Je dis bah non, plutôt ça. Je pense que ça ira mieux. Et c'est ça aussi, je pense, qui a fait que notre duo a bien marché, c'est qu'on était tous les deux à l'écoute et on a avancé tous les deux. Et c'est vrai que dans ce prix, moi, ce que je trouve important, c'est de se dire faut que les deux fassent un pas l'un vers l'autre. C'est pas forcément un designer qui va aller voir un artisan en disant j'ai une idée, ou moi ce qui m'a plu, c'est qu'en fait le projet il est parti d'une discussion. C'est pas un designer qui dit ah bah tiens, je sais vraiment un projet comme ça, c'est de se dire tiens, savoir-faire il m'intéresse, je créerais bien quelque chose. Et souvent quand on intègre l'artisan d'art dans le processus aussi de création, et je pense que ça va encore plus loin en fait. Ouais. Et dès le début, hein. C'est un peu dépassé maintenant, cette image un petit peu du designer qui arrive avec son dessin et ensuite, après moi le déluge, c'est à l'artisan de trouver toutes les solutions et parfois même de devoir du coup modifier ce qui a été dessiné. Et je trouve que c'est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus intéressant au niveau de l'humain aussi, de pouvoir faire ce travail et d'être dans une forme de respect par rapport à l'artisan avec qui on travaille et de l'incorporer dans le processus. Et avec Nicolas, voilà, ça a porté ses fruits parce que encore une fois, il y avait cette écoute. Et alors, si vous aviez un message à faire passer là, si parmi les auditeurs qui vous écoutent, il y a des gens qui ont déjà entamé ce dialogue et ont abouti, voilà, comme vous peut-être, mais avec d'autres matériaux, sur d'autres sujets, etc., à une pièce ou un prototype, parce que du coup peuvent être présentés du coup désormais des prototypes pour ce prix. Est-ce que vous avez un message particulier à leur faire passer, s'ils hésitent, s'ils se disent ah non mais alors certains se préparent depuis longtemps, mais en fait faut y aller tout simplement. Faut pas se dire je sais pas si ma pièce sera assez bien, ou faut tout simplement se dire on y va et puis on tente, et si on l'a pas, c'est pas grave, on retentera peut-être une prochaine année. Après souvent on arrive quand même à avoir des retours un petit peu sur ce qu'on a présenté, donc on sait ça pêche un peu, ça pêche peut-être moins. Voilà, on a ça arrive qu'on ait des retours. Vous l'avez présenté qu'une fois? On l'a présenté qu'une fois. On va dire qu'on l'a peut-être préparé encore plus longtemps à l'avance, mais on peut présenter un projet qui est innovant dans son métier, qui met en avant un savoir-faire, et voilà, qu'on peut présenter au concours. Et moi, je rajouterais du coup en complément ce qui est hyper important, parce qu'en fait, finalement, en dialogue, la pièce, elle est importante parce qu'effectivement, il faut qu'elle démontre d'un savoir-faire, mais surtout d'une vision. En fait, c'est ça. C'est que je me dis, le conseil que je donnerais, c'est plus, est-ce que finalement, la pièce qu'on est en train de réaliser, est-ce qu'elle témoigne d'une vision un peu singulière du savoir-faire? Est-ce que ça l'amène à un autre endroit? Est-ce que ça permet de se projeter? Qu'est-ce que ça incarne? Qu'est-ce qu'elle incarne, cette pièce? Et comment le duo, en dialogue, ils arrivent vraiment à apporter une forme de complémentarité, parce que en soi, encore une fois, cette image du designer qui dessine et qui va voir l'artisan, aujourd'hui, c'est pas qu'on n'en veut plus, mais c'est juste que il y a autre chose qui est en train de s'écrire, et je pense que ça doit s'incarner dans ce genre de concours aussi, quoi. Une autre vision aussi de la création qui est plus dans une forme de collaboration et presque même de symbiose, là on le voit, où en fait vous vous apportez. Totalement, ouais. Bon, en tout cas bravo et merci pour ce témoignage. Merci. Bonjour Samuel, bonjour Anaïs. Bonjour Hélène. Salut Hélène. Alors, on est donc dans votre atelier, enfin dans ton atelier, Samuel. Donc vous avez gagné cette année, en 2022, le prix Dialogue de la Fondation Bettencourt-Schuller, avec du coup vos travaux sur les algues. Est-ce que, pour qu'on puisse avoir un petit avant-goût de comment ça s'est passé, parce qu'on essaie dans cet épisode d'aller un peu dans les coulisses des lauréats,
nous raconter un peu de manière historique comment ça se passe en fait pour vous. On a déjà vu 2 précédents lauréats. La genèse un petit peu, si vous nous embarquiez, si on faisait un petit flashback, tu vois. Ça commence parce que toi, ton travail, tu commences à travailler sur les algues il y a longtemps, en 2015, je crois que tu disais. Et vous avez candidaté en fait en 2022, donc c'est le fruit d'un long travail. Et ce dialogue, comment il arrive, je veux bien que peut-être vous puissiez revenir un peu là-dessus. Je sais pas qui veut commencer à aller. Bien. Nous, on s'est rencontrés en résidence en 2019 aux Ateliers de Paris. Ouais. Donc, moi, j'étais déjà en résidence depuis 1 an et demi. Donc, toi, t'es tapissière. Et moi, je suis tapissière. Et du coup, ça m'allait arriver. Et bien sûr, en fait, d'avoir des ateliers les uns à côté des autres, ça permet de se rendre compte de la pratique de nos voisins, ce qui est vraiment hyper important. Et du coup, ça faisait, je pense, 1 an que tu commençais déjà le développement des matériaux souples. Et moi, je me souviens, du coup, il me montrait des petits échantillons. Il faisait en gros 5 cm par 50 cm. Ça ressemblait honnêtement à de la chips. Je trouvais que c'était déjà incroyable. Et du coup, l'idée, c'était que ce nouveau matériau, qui était 100% en algues, donc biodégradable, puisse remplacer le cuir. Et en fait, vite, l'idée est venue de moi mettre mes connaissances au service de ce projet, et c'est surtout de me dire peut-être qu'on peut essayer d'assembler ce matériau. Vraiment, ça a commencé par des expérimentations assez simples autour vraiment des assemblages et tout. Donc en fait, voilà. C'est toi, en observant la matière qui avait été créée par Samuel, tu as vu le potentiel d'une utilisation dans une pratique, dans ton savoir-faire en fait. Oui, clairement, en fait... vu que pour moi ça s'apparentait vraiment... Parce que ça n'avait jamais été fait, puisque ce matériau n'existait pas en fait. En fait, quand j'avais commencé la création de ce matériau, moi j'avais vraiment dans l'idée qu'il serve à la confection, maroquinerie, tapisserie ou sellerie. J'avais d'ailleurs entamé une collaboration avec les Compagnons du Devoir à l'époque, qui a finalement été assez brève. Et après il y a eu le Covid. Ouais. Et en fait, moi je suis parti en résidence, j'ai fait autre chose durant cette période-là. Et puis ce projet des matériaux souples, je voulais toujours le développer. Puis moi, entre-temps, j'avais aussi poussé le matériau avec les laboratoires avec lesquels je travaille. Donc j'étais sorti de l'échantillonnage et puis je commençais à fabriquer des matériaux de plus en plus grands, de plus en plus homogènes et avec une esthétique et une résistance mécanique vraiment intéressante. Et on a continué à discuter de ça avec Anaïs. Et en fait, c'est là où on a décidé d'entamer cette collab. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà dans l'idée à cette époque de postuler au prix Bettencourt. Et donc, je lui avais proposé directement à cette période-là. Mais c'était on était sorti du Covid. C'était été 2020, je crois, c'est ça ? Oui. Et moi, je me souviens aussi que quand Samuel il m'a demandé si j'étais OK pour faire ce concours avec lui, moi, évidemment, c'était oui. Et pour moi, j'étais hyper fière aussi d'aller présenter ce concours avec un projet comme celui-ci, qui pour moi, en fait, par rapport à mon métier, en tous les cas, qui est un métier avec un savoir-faire traditionnel, une histoire et tout, mais moi, ce prix, il était hyper important pour moi aussi pour ces notions de innovation et ce matériau qui est un biomatériau, un nouveau matériau biodégradable et tout. Je trouvais que pour moi ça permettait à mon métier de l'ancrer vraiment dans le contemporain et dans des choses qu'on n'a pas vues auparavant, et c'était vraiment important pour moi de faire son concours avec un projet qui a pour moi énormément de fond. Ouais, de fond, de sens, parce qu'en fait aujourd'hui c'est vrai que et on en avait longtemps parlé dans l'épisode qu'on a fait ensemble avec Samuel, mais c'est vrai que ce matériau algue, c'est quand même une réponse formidable à plein de challenges qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que finalement, là, ce que tu disais, c'était que c'était l'occasion, un prix comme ça, de faire de la recherche sur comment on amène ailleurs un savoir-faire, peut-être... qui était resté dans une certaine tradition, avec peut-être aussi pour certains une peur ou en tout cas un manque de projection sur comment ça pourrait être si on faisait autrement. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'il y a peu de tapissiers qui empruntent des chemins de traverse, en tout cas comme toi tu as eu envie de le faire, parce que cette rencontre en fait. Bien sûr, et en fait moi ce que j'ai trouvé très intéressant, au début, en fait j'ai jamais fait de recherche à ce point. C'est vrai que ça fait
peur parce que dans l'apprentissage d'un savoir-faire, on est très très axé technique. Mais là, avant tout, il fallait expérimenter. Et en fait, ça demande de repenser sa pratique. Et en fait, c'est hyper intéressant. C'est tellement enrichissant. Et c'est OK, il n'y a aucun problème. En fait, ce qui était intéressant aussi avec Anaïs, c'était qu'il n'y avait jamais de non, quoi. Il y avait rien n'était impossible. Dès que je lui disais, on peut faire ça, elle disait, bah ouais, carrément, on peut le faire. Et en fait, c'est vrai que c'est finalement assez rare aussi sur des collabs ou avec des artisans ou d'autres personnes où on se fixe pas de limites. Et c'est ça qui était, ouais, tout était possible. Et puis, on trouvait toujours des solutions pour hacker en fait un petit peu le système et arriver à nos fins. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que il n'y avait jamais de retour négatif ou. Et là, du coup, le déclic, enfin, en tout cas, au moment où vous dites, ok, en fait, c'est cette année, parce que parfois, on peut se dire, on attend un peu, ou est-ce que c'est vraiment le bon moment, ou est-ce que c'était une pièce en particulier, ou est-ce que finalement, vous vous êtes dit, c'est une recherche, et puis cette pièce, elle a déjà été réalisée à l'occasion de, et c'est un prototype d'ailleurs, de ce que tu disais là sur vos expérimentations, et maintenant, cette année, c'est le bon moment, on estime que c'est le bon moment, on y va, avec cette pièce-là, qui a déjà été faite, comme ça, comment ça s'est passé? Ouais, et d'ailleurs, on avait failli pas postuler cette année. Donc ça aurait été bien dommage. Mais c'est vrai que là, de l'ouvrir à la recherche et au prototype, bah, nous, on a vu aussi une porte d'entrée pour notre projet. Ouais. Et en fait, on s'est dit, mais non, c'est pour nous, ça y est, on peut postuler et tout. Et ce prix, évidemment, c'est la reconnaissance. Mais nous, on avait aussi énormément besoin de l'accompagnement pour, après ce prototype, faire des pièces de plus en plus importantes, de plus grande envergure et de continuer la recherche. Mais on a Samuel et là, son studio à faire tourner, moi j'ai mon atelier. On peut pas, quand c'est pas financé, toute cette recherche, en fait c'est compliqué d'allier les deux. Et là, nous on était rendus à un point où ça faisait 2 ans déjà qu'on avait beaucoup travaillé sur ce projet, mais sans financement, on pouvait pas continuer. Et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout envie de l'arrêter. Et ça avait énormément de sens, en fait, d'avoir ce prix et d'avoir cet accompagnement, en fait, qui nous permet d'aller vraiment beaucoup plus loin et aussi plus vite et de faire aussi les pièces qu'on rêve de faire et d'être financé aussi pour financer même notre temps de travail. Ben c'est ça, c'est que finalement aujourd'hui, c'est pour tout ce qui est de l'ordre de l'expérimentation, tout le temps que vous passez à expérimenter, c'est du temps que vous passez pas à faire autre chose. On n'est pas à l'atelier à faire des à avoir un autre boulot à côté, ce qui est le cas pour certains, enfin pour vraiment financer. Mais du coup, là, c'était tellement aussi le potentiel de ce matériau complètement dément. Il faut absolument que des gens comme vous puissent passer l'intégralité de votre temps, en tout cas une grande partie, pour pouvoir pousser en fait tout ça, parce qu'en fait aujourd'hui je crois que le monde, enfin ce dialogue qui a été fait entre une application et un matériau nouveau, on a envie que ce soit pas que dans des musées, on a envie que demain, après-demain, ce soit chez nous finalement, assez rapidement, parce que on a aussi envie que les choses avancent de manière peut-être un peu plus rapide. Bah, tout ça, c'est le but de l'accompagnement, et c'est vrai que c'est génial aussi d'avoir pu proposer un dialogue entre science, design et artisanat. Et c'est vrai que moi, c'est toujours ces 3 relations qui nourrissent ma pratique. Malgré que ce soit un prix quand même qui est tourné à la base artisanat, métier d'art, on a réussi vraiment à l'amener aussi vers l'industrie, en fait, avec ce rapport à la science, les process industriels que j'utilise en laboratoire. Et c'est ce qu'on a défendu aussi pour l'accompagnement. C'était de dire, bah, aujourd'hui, nous, on produit tout de manière artisanale, que ce soit les matériaux, les prototypes, les objets. Et qu'en fait, c'est plus possible de continuer comme ça. Et moi, le but aussi de ma recherche globale sur les algues, c'est de rentrer dans des circuits industriels. Oui, parce que même aussi l'esthétique de la pièce, en fait, elle est quand même... Enfin voilà, quand on se rappelle certains prix dialogue, on a aussi une esthétique métier d'art qui peut être très très empreinte, en tout cas visuellement même très présente, de ce geste, de voilà, quelque chose de très impressionnant aussi, et votre pièce, c'est vrai qu'elle dénote un petit peu, et c'est vachement bien parce que justement elle symbolise, en tout cas pour moi, aussi une nouvelle esthétique qui est induite par des
des critères de sens qui viennent confronter la création, qu'elle soit dans les métiers d'art, qu'elle soit dans le design, etc. Ouais, peut-être pour illustrer aussi les choix qu'on a fait par rapport aux esthétiques. Donc il y a le matériau souple en algues, mais après, il y a quelques accessoires qu'on utilise qui ne sont pas en algues, mais tous ces accessoires sont soit en alu ou des cordes, et c'est des choses qu'on trouve en fait dans l'industrie qui sont normées, et on voulait pas que les accessoires qui nous servent à structurer certaines expérimentations, certains objets, ou qui nous servent à faire certains assemblages, on voulait pas que ça soit fait sur mesure, on voulait que ça soit des choses qui soient standards. C'était hyper important pour nous, et en fait ça donne aussi une esthétique qui soit démocratique. Voilà, exactement. Parce que le matériau est tellement nouveau, il y a tellement de questions derrière tout ça, mais vraiment on avait à cœur que les gens puissent aussi reconnaître et se projeter. Ouais, la prouesse technique, elle se fait de différentes manières. Enfin, dans la création du matériau et sa faisabilité, et ensuite dans le travail d'Anaïs, où finalement toute sa validation technique permet en fait d'aboutir à des expérimentations formelles ou des objets. Et c'est vrai que pour nous, le sac, c'était important en fait de retranscrire le matériau dans un objet usuel du quotidien dans lequel tout le monde peut se projeter. Et c'était là en fait la volonté aussi de cette pièce. Ouais, non, mais c'est très très réussi. Est-ce que vous avez peut-être un mot pour celles et ceux qui nous écoutent là et qui se disent je sais pas si c'est, qui évidemment ont commencé ou peut-être déjà ça peut donner évidemment on espère des envies de dialogue aussi entre ces mondes qui parfois sont un petit peu fonctionnent un peu en silo, et ça c'est dommage, et évidemment qu'il faut briser tout ça. Mais peut-être aussi des personnes qui ont déjà débuté ces démarches-là et qui se disent est-ce que c'est le bon moment, ou est-ce que à un moment donné c'est cette démarche de peut-être se mettre un peu en danger et puis y aller en fait tout simplement sans trop parfois enfin évidemment on se pose des questions, mais pour réussir il faut tenter quoi. Il n'y a pas de secret, il faut postuler, oui, c'est sûr que c'est ouais, donc c'est vrai que les concours c'est toujours un investissement humain qui est énorme, et ça peut être l'ascenseur émotionnel, et c'est vrai que les oraux c'est des phases qui sont quand même très compliquées pour nous créateurs, parce qu'on nous demande de savoir tout faire aussi, de savoir écrire, de savoir bien parler de nos pratiques, mais finalement il y a pas de secret en fait, c'est qu'il faut postuler, il faut défendre nos pratiques et ce qu'on fait. Là, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, je postulais pas tout seul. Donc, on peut se dire que oui, on est deux et que ça va être plus simple, et que ça va être. Que vous allez vous épauler l'un l'autre. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ce qu'on se dit surtout à l'oral. Puis en fait, on se rend compte que c'est toujours pareil, quoi. On est tous les deux autant stressés l'un que l'autre. Je sais pas si tu vas rajouter quelque chose, Anis. Moi, j'ai juste envie de dire aux designers ou aux artisans qui hésitent, parce que leurs pratiques sont pas forcément dans une case normée, qu'il faut absolument y aller et le faire, parce que c'est hyper important, et que je pense que maintenant il y a plein de gens qui sont prêts à entendre et voir que les choses peuvent changer, évoluer, et qu'il y a de la place pour plein de nouveaux projets et de nouvelles pratiques. Là, c'est un peu la continuité de ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que quand on est designer ou artisan indépendant, chercheur en plus, en fait moi j'ai accepté que ce soit aussi mon quotidien, et on est obligé d'en passer par là. En fait au début on veut pas, puis finalement on se rend compte que pour tout et n'importe quoi, c'est des appels à candidature. Enfin, même pour avoir un atelier, pour absolument tout ce qu'on fait, on doit remplir des dossiers, on doit passer devant des jurys, présenter des oraux, etc. Et en fait, il suffit juste de l'accepter au bout d'un moment, et de se dire ça fait partie du métier, comme de dessiner un objet, ou comme de faire son administratif. Enfin voilà, c'est du coup moi, j'encourage ceux qui hésitent, et ceux qui pensent que que le prix est pas forcément pour eux, ou pas à leur portée, etc. De postuler. C'est vrai que ça aide énormément à structurer sa pensée, à la synthétiser aussi, et à la rendre lisible auprès de différents interlocuteurs. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Hélène.